Alors donc, dans ta biographie, on peut notamment citer La vieille anglaise et le continent, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2009, le Verlanger 2008, le Rossinienne 2008 et le Prix du Lundi. Ouais, le Prix du Lundi, ouais. Plagueurs, qui a eu le Bob Moran 2012. Ouais. Tu écris aussi pour la jeunesse, et la notion aussi, la balade de Trame. On ne m'entend toujours pas. Et tu es aussi directrice d'anthologie. Oui. Alors, j'écris aussi des articles pédagogiques et SF pour les éditions du Somnium de temps en temps, quand ça les prend de me faire des commandes sur le sujet. Alors, tu écris donc pour les plus jeunes comme pour les adultes. En gros, mon volant commence à 7 ans. Et du coup, comment tu choisis à la base ton public? Est-ce que c'est la commande? Est-ce que c'est le texte qui va faire que tu vas plutôt orienter sur un public? Ou est-ce qu'à la base, comment tu vas choisir le public pour ton texte? En fait, tout dépend de l'idée de départ. Et si je sens que je peux la développer plutôt dans un sens que dans l'autre, je vais la proposer à un éditeur à qui elle est susceptible de plaire. Et donc, ça donne un roman jeunesse ou un roman adulte au choix. Il est évident que Métaphysique du vampire, par exemple, je ne pouvais pas le présenter en collection jeunesse, étant donné que le héros est à la fois est pansexuel et vaguement zoophile quand même. Donc je crois que ça ne serait pas passé en collection 7-8 ans. Mais bon. Donc l'idée impose la collection. Ça m'arrive très rarement pour les romans d'avoir des commandes. C'est moi qui ai l'idée et les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, je leur propose un vague synopsis qu'en général je ne respecte pas. Quand par hasard je leur rends le même roman à la sortie, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais mes seuls travaux de commande, en fait, ce sont des nouvelles pour les anthologies, puisque là, on m'impose le thème. Et dans ce cas-là, c'est des œuvres adultes. Mais les thèmes étant très larges, n'importe quel auteur peut très bien se reconnaître lui-même à l'intérieur. D'ailleurs, ça fait un moment que je profite des appels à texte, de mes commandes de nouvelles, pour développer tout un univers autour de Métaphysique du vampire, ce qui était mon projet de départ avec ce héros. D'avoir une espèce d'histoire du futur et des genres à travers un héros totalement imbuvable. Du coup, on peut en parler un peu. Donc, c'est le cycle de Navarre. Oui. Le cycle de Navarre. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Le cycle de Navarre, il commence à ma première œuvre publiée. Je ne savais pas du tout, ma deuxième œuvre publiée, dans une anthologie qui avait été dirigée par Anne Fakouri pour les éditions ActuSF, qui s'appelait Les Ogres, et c'est une nouvelle qui ne comprend pas d'ailleurs le héros récurrent, mais qui entame le départ de cette idée que j'avais d'un royaume magique accessible dans certains cas, à certaines personnes, suivant la façon dont ils avaient d'appartenir à la Terre et à la civilisation dans laquelle ils s'inscrivaient. Et en fait, tout mon propos était de montrer que ces royaumes étaient poreux et que finalement, on pouvait s'agréger à des mythologies dont l'origine biologique, géographique aurait pu nous éloigner. En fait, tous mes héros dans cet univers ne sont pas destinés à voir les créatures du royaume qu'ils voient. Mais ils ont traversé et ils voient des Djenoun, alors que normalement ce serait dans le royaume arabe, etc. On voit débarquer un Djenoun à Montreuil, par exemple. Et en fait, c'est systématiquement la transgression des frontières, des mythes, des personnages et des genres. En fait, le cycle de Navarre, c'est un cycle sur la transgression systématique de tout. Et c'est ça qui m'amuse et qui fait que je pense que je vais continuer encore longtemps à développer cet univers. Parce que vraiment, il y a trop de têtes de massacre
débouler. Voilà. Mais, pour revenir sur le concept de royaume, qui était pour moi le centre du cycle de Navarre, malgré cette transgression, en fait, comment du coup définir qui peut voir et appartenir à cette mythologie? Parce que finalement, quelqu'un dans une des nouvelles, une femme de Tunisie, je crois, Oui. arrive à Clichy Oui. et ne connaît rien à la civilisation et va pourtant pouvoir appartenir à ce royaume-là. Oui, parce qu'elle épouse un Français, elle devient française, et par conséquent, elle a accès au royaume à Drancy. Et du coup, elle va voir un fantôme, ça c'est dans Mémorial, elle va voir un fantôme qui arrive du camp de Drancy, auquel elle n'aurait pas dû avoir accès, un jeune garçon juif qui s'est suicidé dans le camp. Et ce petit garçon qui est resté à hanter la cité de Drancy, il faut savoir qu'elle est toujours habitée, a pour habitude de protéger les jeunes filles. Parce que juste avant qu'il meure, sa sœur a été violée. Et il s'est suicidé juste après. Et du coup, dès qu'il y a une jeune fille qui arrive, il essaye de la tirer dans son camp pour qu'elle soit à l'abri. Ce qui fait qu'en fait, il les tue, mais ça, il ne le sait pas. Donc, effectivement, normalement, cette jeune Kabyle n'aurait pas dû avoir accès ni être vue par ce fantôme. Sauf que la loi française étant ce qu'elle est, elle a accès au royaume. Et en fait, c'est une des façons que j'ai de tricher avec l'idée des royaumes. C'est-à-dire, il y en a partout. Les Romains, il n'y a que les Romains. Qu'est-ce que je raconte avec les Romains? Ça, c'est le prof qui ressort. Les humains, normalement, sont dans un univers cloisonné où ils n'ont qu'accès à leur propre royaume, tandis que toutes les divinités, tous les mythes se côtoient, se croisent, etc. Par exemple, dans une autre nouvelle de ce cycle, Titania a un enfant avec un djinn, un enfant naturel, et Oberon essaye de flinguer le bâtard. Ça marche assez mal. Voilà. Et donc c'est le droit humain qui définit le royaume magique auquel on appartient. Le droit humain est une des façons de définir le royaume, forcément, puisqu'ils sont les habitants du royaume et les créateurs du royaume. Voilà. Au-delà, dans le cycle de Navarre, mais aussi dans Plagueis, on va avoir une prédominance, enfin, pas une prédominance, mais beaucoup de questions, beaucoup de personnages jeunes. On a beaucoup de travail sur la jeunesse, même si ce sont des textes pour adultes. Et dans Plagueis, c'est carrément tout le roman qui est autour de la jeunesse, puisque dans ce roman-là, certains jeunes, certains adolescents commencent à avoir des plaies, des pouvoirs, et sont mis dans des espèces de camps où ils vont devoir vivre ensemble. Et toutes les questions toutes les problématiques de la jeunesse en fait sont abordées dans Plagueis ou même dans le cycle de Navarre. Pourquoi du coup t'intéresses-tu autant à ces questions? Je suis pas sûre qu'il faille mettre en parallèle le cycle de Navarre de ce point de vue-là, bien qu'il se retrouve souvent avec des enfants en Navarre, mais notamment dans sa dernière aventure où à la toute fin il se retrouve tuteur d'une jeune fille totalement psychopathe et muette, dont il va avoir pour tâche de l'empêcher de découper en morceaux le monde entier. Mais pour Navarre, c'est effectivement un vieil ado, ça c'est vrai, mais un très vieil ado de 500 ans, c'est pas tout à fait un adolescent quand même. Plagueis, c'est clairement le regard d'un adulte de 40 ans sur sa jeunesse, en revanche. Donc il va décrire les événements qui lui sont arrivés, puisque c'est Quentin le héros qui parle et qui raconte l'histoire, mais il va raconter ce qui s'est passé avec l'analyse, avec la perception d'un homme de 40 ans sur les événements et sur la fête qui s'est déroulée et qui ont fait ce qui s'est passé. Donc c'est à la fois effectivement un roman sur l'adolescence, sur la mutation, puisque l'adolescence c'est la mutation par excellence, c'est un roman sur la jeunesse, mais c'est un roman d'adulte, profondément.
Voilà comment je suis devenue ce que je suis maintenant et pourquoi je suis en accord avec ce que je suis maintenant. Voilà. Tu vois, donc, effectivement, on est en permanence dans ce dialogue avec l'enfant qu'on a été dans toute mon œuvre. Mais c'est parce que j'espère bien pas avoir coupé le lien, moi-même. Tu vois? Mais même dans le cycle de Navarre, effectivement, Navarre en lui-même, non, mais toute la partie sur l'Antéchrist, dans ce bar à Montreuil, là on est avec des jeunes, ou même je ne sais plus comment s'appelle, celle qui rencontre un ogre. Yasmine. Yasmine, elle a 14 ans. Oui. Quand Yasmine rencontre l'ogre, on est plutôt là dans des thématiques proches de... Enfin, on est avec des personnages jeunes et qui vont se confronter au royaume. Tout à fait, mais dès qu'on est dans des histoires de banlieue, j'ai tendance, et sans doute parce que je décris ce que je vois, à décrire de la jeunesse, parce que ce sont des endroits extrêmement habités par des jeunes, et pas tellement avec un tissu social ancien. Donc ça me paraît peut-être tout à fait naturel de le faire. Yasmine, on la rencontre au début, juste avant les années 2000, elle a 14 ans, mais on va la retrouver en 2060, au moment de sa mort, et ça sera un personnage de 80 ans qui aura vécu, et qui ne sera plus du tout l'enfant qu'elle a été. Et entre-temps, j'ai écrit une histoire où elle rencontre à 17 ans son mari, son futur mari. Donc, j'accompagne des personnages dans leur évolution. Je dirais pas, je les crée, donc je les crée enfants peut-être, mais après je les fais grandir. Et ça, c'est peut-être le prof qui parle encore une fois. J'aime bien les gens qui grandissent. Et du coup, je vais me permettre de rebondir sur les banlieues, puisque effectivement c'est extrêmement présent dans le cycle de Navarre. Comment écrire sur la banlieue? Il faut y avoir vécu ce que j'ai fait. Il faut y avoir enseigné. Enfin, il faut y avoir enseigné, non. J'ai enseigné, j'ai été au plus près de ce qu'on peut vivre, je pense, tout en n'étant pas tout à fait du truc. J'ai vécu à Montreuil, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré sa mixité sociale, j'ai adoré rencontrer des ethnies que désormais on se plaît à vilipender, tels les Roms. Par exemple, à Montreuil, vous avez une communauté rome extrêmement forte qui habite là depuis peut-être un siècle, qui est parfaitement intégrée, qui a un domaine... ils vivent à la fois, soit dans des maisons qui leur appartiennent puisqu'ils sont propriétaires, ils travaillent, etc., soit dans une zone de non-droit qui est assez extraordinaire et que je décris dans le Sceau d'Alphonse. C'est un endroit qu'on appelle pas Rome, comme dans mon histoire, mais qui est sous une bretelle d'autoroute. Il y a une espèce de forêt absolument extraordinaire, une jungle, dans laquelle il y a un camp rome, tout à fait propre, civilisé, etc., qu'on ne traverse lorsqu'on ne connaît pas l'endroit. On traverse une piste brutalement et on se retrouve dans un endroit totalement hors de Paris, avec de l'herbe, des marronniers. Alors de temps en temps il y a des tas d'ordures parce que la mairie de Montreuil s'amuse à venir balancer des trucs. Mais c'est un village. C'est un véritable village à la campagne. Ça m'a beaucoup marqué de vivre là, d'avoir des enfants qui venaient de là, en classe. J'ai eu pendant très longtemps les troisièmes d'insertion qui allaient vers la spécialisation pour travailler assez vite. Parce que, en revanche, il est vrai que... Alors, comment le dire façon chef d'établissement? Nous avons des populations qui ne sont pas tout à fait familiarisées avec les problématiques scolaires. Voilà, comme ça qu'elle dit. Donc, effectivement, l'intérêt pour les parents de ces enfants, c'est qu'on leur offre un travail très vite. Et quand j'entends par travail, un vrai travail, salarié, avec diplôme, mais ils n'envisagent pas effectivement la fac,
l'érudition à tout crin, etc. Ils veulent des choses concrètes. Donc j'ai formé de futures coiffeuses, plombiers, ébénistes, voilà. Mais des gens tout à fait normaux en fait. Leurs ambitions étaient d'un genre particulier, c'est tout. Mais en tout cas, c'était certainement pas des parasites sociaux. Ça, il faut être super clair là-dessus. Voilà. Mais ça ne dit pas comment dans les textes, toi tu essayes de décrire tout ça, parce que la violence existe, mais comment tu essayes de la décrire? Est-ce que la culpabilité, par exemple, dans le tout premier, historiquement, la rencontre de Yasmine avec l'ogre, on y parle de viol, on y parle de questions extrêmement politiques et finalement très prise par le journalisme qui va essayer de stigmatiser ces banlieues. Comment toi tu essayes d'écrire tout ça, d'en parler? C'est un peu épineux la question sur l'ogre de ciment parce que ça correspond à un état de mon féminisme, déjà. État que j'ai dépassé, c'est-à-dire que là j'étais à cette époque-là assez dans la revanche, dans un style qui existe qui s'appelle le rape and revenge. L'héroïne est violée et après elle casse la gueule à tout le monde. C'est un peu ce que fait Yasmine. Sauf que, entre-temps, moi aussi j'ai grandi comme elle, et je ne souscris plus du tout à ça. J'estime que pour faire tomber la culture du viol, il faut commencer par aussi faire tomber la violence. Maintenant. Donc, c'est une étape dans la vie de Yasmine. Elle va faire bien autre chose quand elle sera adulte, puisque dans un futur que j'imagine assez sombre, ça va être une figure de cohérence et d'administration et de solidarité dans la cité qu'elle n'a pas quittée. Et ça n'est plus du tout son problème de gérer la violence. Encore que elle garde comme reste de sa jeunesse le fait de procurer la vengeance lorsqu'elle est justifiée et qu'on vient la lui demander. Mais c'est uniquement ça et ça n'est plus du tout à titre personnel. Donc voilà, c'est une étape dans mon féminisme, si tu veux. Mais ça fait il y a un moment. Voilà. Et du coup, effectivement, dans la plupart de tes bouquins, tu abordes toutes les questions de genre, de sexualité, de choix de partenaire, dans la vieille anglaise et le continent, mais on va avoir cette relation entre cette professeure bien plus âgée que son élève, donc la Girls, les questions... Attends, et elle finit par vouloir coucher avec le cachalot. Hein. Oui, oui. Alors qu'elle est mal. Et dans la Girls, toutes les questions d'homosexualité sont abordées, les questions de non-attirance aussi, tout simplement, de gestion du refus, et comment souhaites-tu aborder tous ces thèmes dans tes bouquins, comment tu le fais? Ma position militante à ce sujet, parce que j'en ai une, c'est que j'essaye de présenter comme ça c'est un lapsus. J'essaye de présenter comme naturel toutes les formes de sexualité ou de non-sexualité qui ne nuisent pas à autrui. J'essaye de créer des mondes où tout est accepté et vécu comme normal. Et l'aventure qui se passe dans ces mondes-là, c'est autre chose. Mais le décor, ça doit être ça. Je ne veux plus être dans la revendication, je veux être dans la démonstration que c'est possible. Et qu'il n'y a pas de question à se poser là-dessus, que tout étant dans tout et réciproquement, tout le monde doit être content à condition que tout le monde soit d'accord. Et majeur. Voilà. Et majeur. Bah oui. Encore que... on pourrait discuter, et ça serait ennuyeux quand même, on pourrait discuter sur la façon dont notre monde
règle les problèmes de sexualité adolescente, c'est-à-dire en leur interdisant. Ça n'est pas ce que j'ai vécu moi dans les années 80, puisqu'on était dans une autre vision du monde. Et j'ai vraiment énormément de mal à m'inscrire dans ce regard sur les sexualités pré-majorité. Il y a une négation, il y a un puritanisme là-dessus. Je trouve que c'est grave, en fait. Lorsque les Américains sont capables de ficher des gamins de 4 ans comme délinquants sexuels, j'ai envie de coller des claques. Lorsque on me téléphone de l'école parce que mon fils de 9 ans et son pote du même âge se sont montrés leur bistouquette, histoire de voir si c'était la même chose, et que tout le monde a les cheveux dressés sur la tête, et que je dis, ben, ils ont 9 ans, c'est normal, et qu'on me dit, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas porter plainte pour attouchement? Enfin, ils étaient d'accord tous les deux. Où est le problème? Donc, on est systématiquement dans la criminalisation de la sexualité lorsqu'elle est pas dans des cadres super précis. Et ça m'emmerde. Et c'est quelque chose contre lequel, effectivement, je travaille dans mes livres. Et comment faire pour que, lorsque tu écris, le cadre qui est finalement un militantisme de démonstration, comme tu le disais, n'imprègne pas trop sur l'histoire, qu'il ne soit pas, qu'on n'ait pas l'impression de lire une espèce de démonstration militante. Ça c'est le gros problème. J'espère que je ne suis pas trop pontifiante, comme dirait quelqu'un que je connais. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse quand même, parce que je reste une grande gamine, c'est l'aventure. Donc j'espère que c'est ça qui surnage. Et comme tout ça, ça n'est que du décor en fait. Tout mon côté militant, je m'en sers pour le décor. Sauf dans ma dernière nouvelle, celle du cycle de Navarre, justement, La Fontaine aux serpents. Là, j'ai un très long discours sur la façon dont on pourrait envisager le viol, qui peut être lourdingue. Mais ça fait rien, merde, il fallait le placer. Mais vous n'avez qu'à sauter le passage. Si j'ose dire, est-ce qu'on peut sauter un passage sur le viol? S'il est d'accord. S'il est mal géré, on s'entend. Et du coup, sur les questions de genre, comme sur les questions de banlieue, donc finalement de pauvreté et de ghettoisation, pourquoi en parler avec... pourquoi faire de la SF là-dessus? Pourquoi en parler avec la SF? Alors j'ai envie de faire une pirouette en te disant pourquoi pas. Donc plus simplement, pourquoi tu écris de la SF en fait? Non, attends. D'abord parce que je trouve que le merveilleux, ça naît des rencontres improbables. Des trucs où on ne s'attend pas. Qu'un jean habite dans une bouteille de la gavuline dans un bar à Montreuil, moi ça me plaît comme idée. Que l'antéchrist soit un gamin de 12 ans élevé par un vieux biker rangé des voitures, ça me plaît aussi. J'aime beaucoup le côté rupture de ton. Pour moi, c'est là que le fantastique, que l'exceptionnel l'est. Et dans la réalité, c'est comme ça aussi. Quant à pourquoi j'écris de la science-fiction, mais parce que je suis incapable d'écrire autre chose. Je ne saurais même pas m'y prendre. Je regarde les bouquins blanches et je me dis, mais je parle de littérature générale, et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire pendant autant de pages? Il se passe rien. Enfin, si, elle baise, mais d'accord, mais c'est rigolo, 10 minutes. Mais quand est-ce que la soucoupe volante arrive? Quand est-ce qu'il y a un mort? Quand est-ce qu'il se passe enfin quelque chose? Bon, j'exagère et je suis un peu caricaturale là. Jusque disons dans les années 60, 50, la littérature générale me va très bien. Après, il y a tout un pan qui m'emmerde. Qui est? Déjà, le nouveau roman, d'abord j'y capte rien, et ensuite ça me fait chier. Donc, et peut-être Laure explique, voilà.
J'aime bien les Oulipiens parce que le jeu, parce que il y a toujours un moment où ces sagouins rejoignent la science-fiction quelque part, et d'ailleurs certains vont être de grands fans de science-fiction, que Raymond Queneau adorait la SF. Mais et encore, quand on lit Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau. Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau, ça raconte l'histoire d'un monsieur qui vit dans une péniche et qui, lorsqu'il s'endort, rêve qu'il est le duc d'Auge. Et le duc d'Auge s'endort, il rêve qu'il est le monsieur sur la péniche. Et à la fin, après moult aventures, parce que le duc d'Auge va traverser le temps tranquillement, il va faire les croisades, il va tuer les Mahométans, il va discuter du sens de l'histoire, enfin il va faire des tas de choses. Ils se rejoignent à la fin des temps et là il y a le déluge. Moi je suis désolée, c'est une histoire de SF ça. Il y a un immortel, il y a des gens qui se parlent en rêve, il y a la fin du monde à la fin, et on part tous dans l'arche, c'est le nom de la péniche, pour on ne sait pas où, pour voir apparaître l'espoir à la fin, dans la boue, des petites fleurs bleues. Là, ça reste encore ma littérature, mais après je ne saurais pas quoi faire, je m'ennuierais, voilà, tout simplement. Donc tu as plutôt été d'abord orienté sur la SF dans tes lectures, ou enfin comment c'est venu cet amour de la SF? J'étais une grande fan cachée d'Alexandre Dumas et de tout un tas de gens comme ça qu'on me prêtait à la maison en disant oui mais quand même tu ferais mieux de lire les mémoires d'outre-tombe. Alors je les lisais les mémoires d'outre-tombe, mais je me tapais quand même la reine Margot en douce, c'était quand même plus fun. Et puis un jour je suis tombée sur La Malle de mon grand-père, qui était lui aussi un crypto-fan de science-fiction, puisque sa femme, agrégée de lettres, sortie de Sèvres, non, elle n'était pas sortie de Sèvres, mamie, elle avait raté Sèvres. Et c'était une grande plaie dans son cœur, donc du coup c'était devenu une facho de la littérature. Et hors des grands auteurs reconnus, rien de pas de salut. Donc mon grand-père se cachait pour lire de la science-fiction et notamment le magazine Fiction. Et là, il y avait un numéro de fiction dans La Malle de mon grand-père et j'ai lu Les Chiens de Tintalos. J'ai piqué mais la trouille de ma vie. Je l'ai lu, mais vraiment sous les couvertures. Ça a été un choc terrible. Et puis j'ai adoré ça. Et j'ai piqué un par un tous les bouquins qu'il y avait dans la malle. Et puis on a commencé à en parler en douce, et puis on s'est fait découvrir, on s'est fait engueuler. Et puis on a persisté. Le 11, c'est avec mon grand-père. Il m'a passé Van Vogt, il m'a passé Lovecraft, il m'a passé Rognéné. C'était un fan ultime de Rognéné. Et voilà, c'est lui qui m'a refilé le virus. Et comment t'es venu à en écrire? Ah ben ça, alors ça, au départ, je voulais pas être écrivain du tout. Hein, moi. Je pensais pas que j'éditerais jamais. En fait, moi, je voulais être ingénieur en fusée, je le dis souvent. Et puis j'étais nulle en maths, donc j'ai fait prof de lettres. C'est une forme de visite de la Lune qui peut être intéressante. Mais un jour, j'ai eu Internet. Ça, c'est la première chose. Et une copine qui était loin de moi et que j'aimais énormément, qui avait déménagé et qui a fait une crise d'agoraphobie terrible. Et j'essayais de lui... On se téléphonait tous les jours, etc. Mais ça l'aidait pas à sortir. Et puis, j'avais pas grand-chose à raconter tous les jours. Moi, ma vie n'est pas celle d'un terrible espion, je suis pas James Bond. Mes aventures amoureuses, au bout d'un moment, on en a quand même fait le tour assez rapidement. Donc, je me suis mis à lui écrire une fois par semaine un chapitre d'un roman, avec des grands espaces, des paysages cyclopéens. Et voilà. Et puis, au bout du bout, ça a fait un roman. Un roman qui était un roman de fantaisie d'ailleurs, mais de science-fantaisie plutôt. Parce que c'était un monde
qui avait régressé à peu près au XVe siècle, mais qui se souvenait de cataclysmes anciens. Il y avait des restes de technologies bizarres, notamment un truc un liquide qui faisait de grands lacs et qui avait la propriété de tout dissoudre. Et puis bon, ce machin si horrible finissait par percer les... attention, c'est mon premier roman, il est pitié. Ça finissait par traverser les vasques de pierre spéciales dans lesquelles il était contenu. Et c'était un vrai problème parce que ce machin avait vraiment la propriété de tout dissoudre. Et le monde allait se déliter sous les pieds des gens. Donc il fallait trouver une façon de sauver la planète, on va dire. Enfin, non, pas la planète, les gens. Et on s'apercevait qu'il y avait tout un peuple qui avait pour habitude de faire traverser les portes de l'espace depuis des siècles. Voilà, tu vois, alors il y avait des gens verts avec des oreilles pointues. Il n'y avait pas de nains, je le jure. Mais c'est limite. Et pourtant, ce roman-là, je l'ai montré à un copain qui m'a dit eh ben, figure-toi que c'est publiable. Mais je te conseille de ne pas le publier. Et donc voilà, je ne l'ai pas publié. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même essayer de voir si je peux écrire. Et j'ai donc écrit 2 nouvelles coup sur coup. Cendre, une histoire de Qatar, qui a été éditée par Rivière Blanche, par Philippe Bois, en 2006, je crois. Tu as regardé ma bio récemment, 2006. Et parallèlement, j'ai eu mon autre première nouvelle, c'était donc L'Ogre de Ciment. Et j'ai commencé finalement ma carrière par 2 nouvelles de fantastique, fantasy. Mais ça ne me correspond pas vraiment parce que ça m'amusait, mais c'était... Ce qui est important pour moi et qu'on va retrouver jusque dans le cycle de Navarre, c'est une façon rationnelle et pragmatique d'envisager les choses. J'ai quelque part chevillé au corps l'idée que si on s'y prend avec calme, recul, et que tout le monde est de bonne volonté, on va réussir à faire des choses correctes. Donc, et c'est ça qui est dans toute mon œuvre, même dans Navarre, qui pourtant a affaire à des dieux fous, à des lois, à des nazis. Il essaye quand même toujours d'avoir une vision rationnelle de ce qui se passe. Alors que tout ce qui se passe autour de lui n'est pas du tout rationnel. Voilà. Et du coup, comment t'as reçu après tout ça la réception critique et du public de La Vieille Anglaise et le Continent quand c'est arrivé, quand tous les prix ont commencé à arriver J'étais très contente, figure-toi, bizarrement. J'ai eu un moment de pétage de câble quand même. Parce que là, je ne savais plus où j'habitais, c'était quand même mon premier texte un peu long à moi publié. J'ai eu les chevilles qui ont bien gonflé d'un coup. Puis, heureusement, Serge Lehmann m'a refusé un texte. Il ne lui sera jamais pardonné, mais heureusement qu'il a fait ça quand même. Parce que ça m'a dégonflé les chevilles, blam. Bon, pas tout à fait, il en reste, mais du coup, je suis revenue à des proportions normales et puis j'ai commencé à envisager ça de façon calme et à vouloir continuer parce que franchement, l'écriture, bon, c'est un peu comme la drogue, une fois que vous y avez touché, vous avez du mal à lâcher. Et c'est devenu un part de mon quotidien qui, si j'ai pas écrit sans une excellente excuse du genre j'avais 8h30 de cours aujourd'hui, je me sens super mal vis-à-vis de moi-même. Voilà, je suis en manque. Et après, comment s'est passé pour l'écriture du premier roman qui sera publié, Plaguers, en tant que roman long La Vieille Anglaise et le Continent reste un roman court, une grosse novella, je ne sais pas comment les... C'est une novella.
Ben, je peux pas te dire ça comme ça, parce que, en fait, tout s'est fait un peu en même temps. J'ai écrit La vieille anglaise et le continent parallèlement où j'écrivais Plaguers. Mais ils sont pas parus en même temps, en fait. Et puis, peut-être que Plaguers est le roman sur lequel j'ai le plus longtemps travaillé, en fait. Donc il a toujours été présent à part du temps de la vieille anglaise. Tu vois, c'est difficile de répondre à ta question là-dessus. Il y a eu un stade final de Plaguers qui est celui de l'éditorial. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une rupture. De toute façon, je suis tout le temps en train d'écrire, donc il n'y a jamais de rupture. Et comment ça se passe pour les anthologies? À partir de quel moment tu t'es dit que ce serait possible de diriger des anthologies, diriger des auteurs? Ah ben en fait, c'est pas moi qui me suis dit que ça serait possible que je dirige des anthologies, c'est Magali Duez, l'éditrice de Griffes d'encre, qui m'a dit ça me plairait bien que tu... Alors je sais plus exactement... Non, c'était pas tout à fait ça, c'était même pire que ça. C'était... Jeanne, est-ce que tu as une idée marrante et politiquement incorrecte d'anthologie? Alors j'ai dit oui, on pourrait faire une anthologie de cul, ça serait marrant. Mais avec du vrai cul dedans, parce que dans la SF, il n'y en a pas. Et puis du cul qu'on ne pourrait pas couper, parce que la scène de cul, d'habitude, on peut la couper sans gêner le récit. Alors que là, non. Ce que je disais, c'était on pourrait faire un truc où ça serait le sujet central. Eh ben très bien, tu vas diriger cette anthologie, voilà. Ah bah tu veux que je corrige Heyerdahl. Voilà, ça c'est fait, j'ai publié un texte et je vais dire à Heyerdahl comment il va écrire. Ben voyons. Heyerdahl a été très gentil avec moi. Jean-Claude Dugnac aussi d'ailleurs, a été très gentil avec moi. Mais ça c'était la première, j'ai fait de l'éditorial là-dessus, sur certains textes, mais finalement peu. Mais j'ai fait mes premières armes avec celle-là et j'ai vraiment beaucoup aimé. La deuxième anto, j'étais beaucoup plus interventionniste, mais j'étais pas toute seule sur le coup. Hein. Dans la première, il y avait Michael Fontaine qui était mon jumeau, et dans la seconde, Destination Univers, c'était Jean-Claude Dugnac. Mais pour le coup, on était chacun dans notre domaine, on s'était partagé les auteurs qui nous correspondaient le mieux, dans le sens où on n'allait pas brider leur écriture pour cause de tropisme personnel. Par exemple, dans Destination Univers, il y a une nouvelle, celle d'Anthony Boulanger, Sublimation et Évaporation. Je ne pouvais pas la corriger parce qu'elle est extrêmement poétique et pas du tout rationnelle. Et moi, j'aurais eu tendance à demander à l'auteur de coller des explications, d'être plus précis, de ceci, de cela, et je lui aurais foutu en l'air son texte. Je le sentais bien, je ne le comprenais pas bien. Je le trouvais bon, mais c'était pas la question. C'était pas un texte que... comment dire? C'était pas un texte que j'aurais pu écrire quelque part. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, j'aime bien travailler soit avec un coturne comme Michael Fontaine ou Jean-Claude Dugnac, mais aussi avec, pour la prochaine anthologie, avec un comité de lecture. Parce que ce qui me paraît très important en tant qu'anthologiste, c'est que l'anthologie ne reflète pas les goûts seuls de l'anthologiste, mais offre un panorama du thème dans lequel tous les lecteurs pourraient se trouver à manger pour eux. Et si on prend que ma science-fiction, je trouve ça emmerdant. Parce que je ne suis pas le lecteur lambda, déjà, pour commencer. J'ai des goûts extrêmement précis et voilà. Et puis, je ne suis pas le directeur éditorial lambda non plus. J'ai des exigences personnelles de rationalité, d'explication, etc., qui ne sont pas forcément les bonnes avec certains auteurs. Voilà. Donc, du coup, je tiens vraiment à l'aide du comité de lecture pour ça. Mais c'est un travail passionnant, ontologiste. C'est un travail très prenant. C'est un travail qui apprend à l'ontologiste que je suis énormément de choses sur le travail d'écriture, sur la gestion du style, sur la gestion de l'auteur lui-même, qui pour moi, écrivain, est extrêmement instructif.
c'est un très grand plaisir d'être directeur d'anthologie quand on a le temps. D'ailleurs, il y a quelques-uns de mes auteurs qui traînent par là. Il y en a un qui, par là, celui-ci, pour la dernière anthologie. J'ai vu passer Olivier Paquet il n'y a pas loin. S'il y a des gens qui veulent savoir si je suis épouvantable en tant que Birvik, c'est à eux qu'il faut poser la question. Voilà. Et est-ce que ça bloque l'écriture? Est-ce que en période où tu diriges une anthologie, tu vas avoir du mal à écrire, ou est-ce que, comment se passe la double casquette en fait? Bah, à la limite, je m'en sers pour avoir une excuse pour pas écrire. Mais les fois où je suis en période de vraiment écrire, j'écris le matin et je m'occupe de l'anto l'après-midi. En fait, j'ai une période de création, de créativité extrêmement courte, qui commence à 5h du matin et qui s'arrête à midi. Alors pourquoi 5h du matin? Parce que c'est l'heure où les gamins dorment encore et que la mère n'est pas sollicitée toutes les 10 minutes pour savoir où est le pantalon, les chaussettes, etc. Demande à ton père, papa est pas là. Voilà. Donc ça, de 5h30 du matin à 8h, ça c'était mon heure de base. Et après, quand j'ai plus de temps, je vais jusqu'à midi. Après c'est mort. Après j'ai plus de cerveau. En tout cas pas pour la création. Donc à ce moment-là, je peux tout à fait prendre un texte, le lire, y prendre plaisir d'abord, chercher la petite bête puisque c'est mon boulot, et proposer des pistes ou ordonner, parce que ça m'arrive aussi, des corrections. Voilà. On s'approche quasiment de la fin. Donc, quels sont tes projets actuellement au niveau d'écriture? Alors, en tant qu'anthologiste, je vais sortir une anthologie pour les 10 ans du Festival de Sèvres qui va s'appeler Vampire à contre-emploi, qui aura pour principaux héros des auteurs qui ne se sont jamais frottés au thème du vampire et qui sont plutôt des auteurs de science-fiction. De toute façon, ça tombe bien, je comprends beaucoup mieux la science-fiction que tout le reste. Donc voilà. Ça sort là en décembre. Ensuite, en même temps, sort avec les éditions du Somnium, mais je ne suis pas toute seule dans le tas, l'hommage du séminaire de Peresque à Roland Wagner, où en compagnie d'Hugo Bellagamba, Claude Eken, aide-moi, Simon Bréant, qui c'est qu'il y a d'autres encore? Il y a Samuel Mine. Samuel Mine, il y a... Qui c'est qui a fait du théorique là-dedans? Que j'ai pas encore lu. Le monsieur qui disait des choses étranges. Hein? Jean-Luc Gautreau. Jean-Luc Gautreau. Enfin bon, bref, plein de gens. On a écrit un ouvrage donc collectif, hommage à Roland Wagner, qui était l'un de nos compagnons les plus éminents au séminaire de Pérez qui se déroule tous les ans. Et ça s'appellera Aya, humour et esprit de la commune. Et donc ça sort en décembre. Moi dedans j'ai une nouvelle qui s'appelle Rôle improbable. Ensuite, j'écris une nouvelle pour l'anthologie de Bagneux sur le thème de Lancelot. Et là je sens que ça va être super drôle parce que je vais envoyer Navarre réveiller Lancelot et peut-être même le baiser. Je ne l'ai pas encore écrit, mais j'aime bien l'idée. Je déconstruis tous les mythes qui m'ont enchanté petit. Alors Lancelot, il va manger, je vous le dis. Je l'ai trouvé trop sexy quand j'étais jeune, il va payer. Donc, il y a ça. En mars, il y a mon dernier jeunesse, mon prochain jeunesse, Pixel Noir qui sort aux éditions Céros. Alors là, c'est de la pure SF, c'est plutôt du 14 ans. C'est les ficelles de la tyrannie, l'homosexualité, l'euthanasie et les mondes virtuels, comme thème traversant. C'est un roman auquel je tiens beaucoup et sur lequel j'ai ramé pas mal pour le rendre justement pas pontifiant, tu vois. Parce qu'il y avait tellement
de points d'achoppement idéologique à l'intérieur que je voulais bien faire dans la pédagogie du réel, mais pas la pédagogie chiante. Voilà. Et ensuite, dans les rédactions en cours, il y a un roman jeunesse pour la Talente. Mais là, on est encore, qui serait peut-être le départ d'une série, mais là encore, Mireille Rivalan et moi, on ne sait pas trop où on va, donc on verra bien. Et j'ai encore un roman avec eux, mais voilà, et puis j'ai de quoi écrire jusqu'à pas mal de temps, donc ça va aller. Je ne serais pas coupable d'ici un bon moment. Alors si quelques personnes ont des questions, avant qu'on finisse. Quel rapport avec les éditeurs par rapport à ces thèmes un peu difficiles des fois? Le rapport avec les éditeurs? Le rapport avec les éditeurs? Par rapport aux thèmes difficiles. Par rapport aux thèmes de genre, aux thèmes de violence dans les banlieues. Ça. J'ai jamais eu de vrai problème de ce point de vue-là. Denis Guillot, pour Syros, tient beaucoup à être dans une littérature qui parle de vraies choses, on va dire, et de vrais soucis. Ça doit lui arriver, ça lui est arrivé une ou deux fois de me dire là tu vas quand même un peu loin, on pourrait adoucir ou masquer. Mais c'est à un coup sur deux et je dis oui ou non. Mais ça dépend des arguments qui... Mais en général, le travail avec un directeur de collection, c'est toujours une espèce d'osmose et de synergie. En tout cas pour moi, et je n'ai jamais eu le sentiment d'un combat, mais plutôt d'un accouchement à deux. Ou alors plutôt, Denis ou Mireille, ils me tiennent la main et ils me disent de souffler, de ne pas pousser maintenant. En gros, c'est ça. Ou pousser fort là. Voilà, c'est ça. Donc le travail avec les directeurs de collection, c'est toujours très chouette. Moi, j'aime bien. Oui, en dehors des œuvres qui vont participer de l'anthologie, etc., que lisez-vous? Qu'avez-vous lu dans le train pour venir ici? Alors, j'ai triché. J'étais en train de travailler pour une anthologie, donc j'ai lu le panorama de la science-fiction de Jacques Van Herk. Mais comme j'étais chez les Canards, c'est-à-dire dans ma famille, la semaine d'avant, j'ai lu les mémoires de Trelawny, John Edward Trelawny, qui est en fait un copain de Percy Shelley et de Byron, qui a eu une vie absolument exceptionnelle, ou en tout cas une mythomanie absolument géniale. Et c'est vraiment un homme selon mon cœur. Quelque part, je me suis aperçue que Navarre avait d'illustres prédécesseurs, parce que c'est vraiment un sale gosse, celui-là. C'est un roman que je conseille à tous, c'est chez Payot. Alexandre Dumas l'adorait. Il trouvait que c'était un roman d'aventure vraie. Là. Lui, il aurait aimé écrire la vraie vie de Trelawny. Voilà. En fait, c'est un Anglais qui a plus ou moins déserté de la marine anglaise après une enfance assez redoutable. Et il s'est retrouvé corsaire pour les Français. Donc c'est un traître absolu. Hein. Il est génial, il est sexy, c'est un vrai pirate. Voilà. Je n'ai pas encore tout à fait fini parce que j'étais obligée de me mettre à travailler, c'était moins drôle. Sinon, j'ai lu récemment, lu et relu toute l'œuvre d'Orson Scott Card parce que je vais discuter avec lui demain et que je voulais être bien sûre de ce que j'allais dire, au minimum pas de bêtises quand même. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai lu? Ah si, j'ai lu un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors attention, ça va être le passage Fayot, si vous voulez, puisqu'il est du Gobelin-Gamba. J'ai lu L'origine des victoires et j'ai adoré ça. Alors j'aurais juste un bémol à mettre. Les passages avec leur veste n'est vraiment pas mes préférés, mais toutes les victoires, elles m'ont enchantée. Voilà. C'était le passage Fayot, fermeture. Mais c'est vraiment un des bouquins que j'ai aimé en ce début d'année. Voilà. Eh bien, merci Jeanne, merci à vous. Au début, c'était un peu vide, mais je suis heureux de voir que ça s'est rempli. Et
bien, je ne sais pas. Tu es en dédicace juste après ou Je suis en train de me droguer dehors avec ma clope. Ça marche. Voilà. Donc, si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez toujours aller fumer une clope avec. Oui, c'est totalement autorisé. Voilà. Merci. Merci à vous.